Alors, on va continuer avec, s'il vous plaît, alors, on continue en parlant cette fois de reconversion. Parmi les attentes que peuvent avoir les décideurs envers la recherche, l'anticipation des changements en est une qui est certainement importante. Évidemment, c'est pas facile de prédire l'avenir, mais c'est un défi qui peut être inspirant et structurant pour les aménagistes que de tenter de développer et d'essayer de nouvelles approches pour justement anticiper ce qui s'en vient. C'est le jeu auquel se sont prêtés Antoine Binette, Louis-Philippe Bédard, Sarah Desaulniers et Emmanuel Leblanc sous la supervision de Jean Dubé. Cette fois, je vais m'installer de ce côté en essayant de capter votre attention 2 minutes avant la fin. Ça vous va? À vous. Bonjour à tous. Notre équipe, composée de Antoine Binette, Emmanuel Leblanc, Sarah Desaulniers et moi-même, Louis-Philippe Bédard, sous la supervision de M. Jean Dubé, allons vous présenter notre recherche portant sur le phénomène de reconversion des immeubles à Québec. Si on regarde à l'international, il y a un phénomène de retour vers le centre qui est observé dans plusieurs grandes villes. Mais ce nouveau phénomène-là, il est en partie lié aux nouvelles tendances de localisation des entreprises dans l'économie du savoir. Et également en partie lié à la volonté des travailleurs de se rapprocher de leur lieu de travail. La région de Québec n'y échappe pas. Elle connaît depuis une quinzaine d'années une croissance économique et démographique qui est notable. Et puis une telle situation, c'est pas sans conséquence sur la dynamique des marchés immobiliers. On parle de hausse des valeurs immobilières, mais également de transformation du cadre bâti sous différentes formes. La Ville de Québec fait maintenant face à une nouvelle réalité, soit celle de la reconversion des immeubles. Ce phénomène se traduit par la démolition d'une unité d'habitation pour en reconstruire une ou plusieurs sur le même terrain. Cette réalité de reconversion, eh bien, elle soulève de nombreuses interrogations. On cherche donc à adresser le portrait de la situation, mais aussi s'il existe des indicateurs qui influencent la probabilité qu'une transaction d'un immeuble s'ensuive avec une démolition puis une reconstruction. On vise également à savoir s'il est possible de spatialiser le phénomène, puis s'il est possible de le localiser, de déterminer s'il est susceptible de se manifester ou ce qui est susceptible de se manifester dans les prochaines années. Puis ultimement, l'élaboration d'un modèle de prédiction qui se verra comme un outil d'aide à la décision. Ensuite, selon le site Web of Science, le site internet Web of Science, il est possible de mesurer la croissance la popularité croissante du sujet de retour vers le centre, comme j'ai mentionné plus tôt, dans les différentes villes du monde. Une recherche en utilisant les mots-clés liés aux articles scientifiques contenus dans la base de données du site Web of Science montre une nette progression de l'intérêt envers divers sujets qui sont liés. Des termes comme gentrification, urban redevelopment ou bien urban renewal, ils montrent une nette progression depuis 2005. La reconversion se traduit en anglais sous le terme tear down, mais toutefois, il est très peu recensé dans la littérature scientifique, comme vous pouvez le voir à l'écran dans le graphique en rouge. En effet, sur les 7 études qu'il nous a été possible de recenser spécifiquement sur les tear downs, seulement 5 datent des dernières années, ce qui montre la nouveauté du phénomène. L'analyse littéraire a permis de regrouper ces facteurs potentiels sous 4 grandes catégories. La première rassemble les caractéristiques propres à l'unité d'habitation. Par exemple, les études de Macmillan et de Weber mentionnent que l'âge de la propriété lors de la transaction semble être un facteur qui est déterminant dans la probabilité qu'une maison subisse soit un tear-down ou un redéveloppement. La deuxième, elle regroupe les caractéristiques du voisinage, dont l'étude de Helms soutient que les aménités du voisinage, comme par exemple la proximité à un étendue d'eau ou à la présence d'un parc à proximité, influencent la probabilité d'observer des rénovations de propriété. La troisième aborde la localisation géographique de l'unité d'habitation. Par exemple, l'étude de Fine et Lindbergh soutient qu'une localisation des ménages à proximité relative du centre-ville influence encore une fois le redéveloppement des maisons, mais d'un certain âge. Puis un autre facteur qui est moins cité dans la littérature, mais qui est d'autant d'importance, c'est l'effet dynamique qui peut être généré dans un secteur. Par exemple, l'étude de Munike et Womack affirme que des projets de redéveloppement vont se produire
dans les grappes spatiales qui sont distinctes. On a ensuite développé un cadre conceptuel qui permet de bien comprendre quelles étapes se succèdent dans le processus de décision des acheteurs pour en arriver à un choix se traduisant par la conservation ou la reconversion des propriétés achetées. Tout commence avec une transaction immobilière. À cette étape, l'acheteur peut 1. Acheter et habiter une résidence déjà existante qui se situe dans un quartier d'un certain âge. 2. Acheter et habiter une résidence récemment construite ou en vue de l'être dans l'un des nombreux nouveaux développements immobiliers de la Ville de Québec. Ou 3. Acheter une propriété afin de la démolir et de construire une ou plusieurs nouvelles unités d'habitation. C'est cette dernière option qui correspond au phénomène de reconversion des immeubles résidentiels. La décision qui sera prise par l'acheteur, elle découle de l'influence des facteurs observables que Louis-Philippe vient de présenter. Ainsi, comme on ne peut pas anticiper quelle décision prendra l'acheteur par rapport à la propriété acquise, on doit attendre d'observer son choix, à savoir s'il démolit la propriété afin de la reconvertir ou s'il la conserve telle quelle pour l'habiter immédiatement. La situation observable découlant du choix des acheteurs pour chaque propriété achetée, elle est révélée implicitement dans les rôles d'évaluation de la Ville de Québec. Et ce sont ces informations qui nous ont permis de développer notre modèle qui cherche à isoler les facteurs qui ont un effet significatif sur le phénomène de reconversion des immeubles résidentiels. Ainsi, pour identifier quelles transactions se sont conclues par la reconversion ou la conservation des propriétés achetées, on a utilisé les données contenues dans les rôles d'évaluation de 2006 à 2015 de la Ville de Québec. Dans le rôle d'évaluation, chaque propriété et son terrain correspondent à un numéro de matricule unique auquel est rattachée une foule d'informations. Donc, grâce à l'analyse des rôles d'évaluation des différentes années, on a repéré des changements au niveau de l'information associée à certains matricules. Ces changements d'information, qui sont observables d'une année à l'autre entre les rôles, nous ont permis d'identifier les transactions qui ont mené à des reconversions pour la période étudiée. 3 types de reconversions ont donc pu être identifiés. Ainsi, entre 2 rôles d'années successives, si pour un même matricule, il y a eu changement dans l'année de construction, ça correspond à une propriété qui a été détruite pour en construire une nouvelle occupant le même terrain. S'il y a eu disparition d'un matricule et apparition de plusieurs nouveaux matricules, ça correspond à une propriété qui a été détruite pour en construire plusieurs nouvelles qui occupent chacune une part du terrain d'origine. S'il y a eu disparition de plusieurs matricules et apparition d'un seul nouveau matricule ou de nombreux matricules qui sont superposés, ça correspond à la destruction de plusieurs propriétés pour en combiner les terrains et construire un immeuble à logement locatif ou de type condominium, par exemple. Les transactions qui ont mené à une conservation des propriétés achetées ont aussi pu être identifiées. Ces dernières correspondent à un changement dans l'année d'inscription du propriétaire pour un même matricule. Une étape finale servant à valider la présence des reconversions répertoriées s'est faite avec l'utilisation de l'outil temporel qui est disponible avec l'application Google Street View. La comparaison des informations entre les rôles de 2006 à 2015 a finalement mené à l'identification formelle de 557 reconversions pour cette période dans la Ville de Québec. Ces 557 reconversions ont été localisées dans l'espace et dans le temps afin de reconstruire l'évolution spatio-temporelle du phénomène. Donc, les points rouges représentent les reconversions et les points gris représentent les autres transactions qui ont lieu pendant cette même période. Ainsi, on possède un portrait et une répartition spatio-temporelle des transactions ayant eu lieu sur le territoire, autant les transactions qui ont été conservées, autant celles ayant été démolies et reconverties. Pour chacun des points identifiés, on a été dans le rôle d'évaluation pour aller chercher les caractéristiques propres aux immeubles. Avant la démolition pour les propriétés qui ont été démolies, puis l'année en cours pour les transactions qui ont été conservées. Les caractéristiques suivantes ont été retenues. L'âge de la propriété, le nombre d'étages, le nombre de logements, la superficie du terrain, le front linéaire du terrain sur la voie publique, ensuite le ratio de la valeur du terrain sur la valeur totale de la propriété. Ensuite, une série d'indicateurs caractérisant le voisinage immédiat dans un rayon de 250 mètres de chacun des points ont été calculés sur la base des informations liées au rôle de l'année précédant la reconversion ou la transaction. Ces indicateurs sont le nombre de résidences, la mixité des usages, la moyenne de la superficie des terrains, la moyenne du front linéaire sur la voie publique et la moyenne du ratio de la valeur du terrain sur la valeur de propriété. Par la suite, les effets du marché, soit les effets d'entraînement, ont été construits à partir du nombre de reconversions et de transactions dans un rayon de 250 mètres de chacun des points.
Finalement, les distances euclidiennes de chacun des points ont été calculées par rapport à l'Université Laval, au Parlement, aux Galeries de la Capitale, afin d'exprimer la structure des centres d'influence de la ville. C'est à partir de ces facteurs qu'on a développé le modèle de régression logistique. Pour notre analyse, on a utilisé un échantillon aléatoire de 5% des transactions pour équilibrer la comparaison entre le nombre de reconversions et le nombre de transactions. Passons maintenant à l'analyse des résultats. Afin de simplifier et d'appuyer les résultats qu'on présente, on a inclus des cas de figure qui montrent ce qu'on peut observer, ce qui est possible d'observer sur le territoire. Donc, débutons par les effets des caractéristiques de la propriété. Les analyses montrent que l'âge de la propriété est statistiquement lié à la probabilité d'observer une reconversion après transaction. Donc, on peut constater que l'effet de l'âge est au plus fort lorsque la propriété atteint l'âge de 100 ans. Ensuite, pour le ratio de la valeur du terrain sur la valeur totale de la propriété, c'est également un facteur qui influence de manière significative la probabilité de reconversion. Par contre, contrairement à ce qui est parfois noté dans la littérature, ce facteur n'aurait pas un effet fortement discriminant dans notre cas ici. Les autres caractéristiques de la propriété qui influencent la reconversion sont la superficie du terrain et la mesure du front linéaire du terrain sur la voie publique. Donc, plus un terrain est grand ou possède un large front linéaire sur la voie publique, plus la probabilité de reconversion est élevée. On enchaîne avec les résultats pour les caractéristiques du voisinage. On constate dans un premier temps que la densité bâtie, soit le nombre de propriétés résidentielles, influence significativement la probabilité d'observer le phénomène de reconversion après transaction. Donc, plus un secteur possède un nombre de propriétés élevé, plus la probabilité de reconversion est importante. Ensuite, le modèle suggère que la mixité des usages est statistiquement liée à la probabilité de reconversion. Donc, plus le milieu est diversifié, plus la probabilité d'observer une reconversion devient élevée. Ensuite, la moyenne de la superficie des terrains contenus dans le voisinage est un facteur positivement significatif dans la probabilité d'observer une reconversion de l'unité transigée. Pour les effets concernant la moyenne du front linéaire sur la voie publique, malgré que ce soit peu évident sur le graphique ici, on note un effet significatif sur la probabilité de reconversion. Puis finalement, le ratio moyen de la valeur du terrain sur la valeur totale de la propriété n'a pas d'effet significatif. En ce qui concerne les résultats pour les effets spatiaux, le modèle démontre que les variables de localisation par rapport à l'Université Laval, aux Galeries de la Capitale et à la colline parlementaire ont des effets significatifs sur la probabilité d'observer une reconversion. Ainsi, pour ce qui a trait à l'Université Laval, la probabilité d'observer une reconversion est plus importante dans une distance de 2 à 10 km. Cet effet s'estompe à mesure qu'on se déplace à plus de 10 km. Ensuite, pour la probabilité d'observer le phénomène en relation aux Galeries de la Capitale, une démolition a plus de probabilité de se situer entre une distance de 5 à 15 km, comme le démontre le graphique. Finalement, pour ce qui est de l'effet en relation avec la colline parlementaire, les probabilités qu'une propriété soit démolie augmentent quand une propriété est située entre 22 à 30 km de la colline parlementaire. Lorsqu'on s'intéresse à l'influence du marché et des effets d'entraînement, on observe que le nombre de reconversions dans le voisinage a un impact significatif sur la probabilité d'observer une démolition. Ainsi, plus le nombre de reconversions dans l'environnement immédiat est important, plus la probabilité d'observer une nouvelle démolition est importante. Pour ce qui est de l'effet des transactions, dans notre modèle, selon notre modèle dans la ville de Québec, ça n'a pas d'impact significatif. Une fois qu'on a identifié les facteurs susceptibles d'influencer les reconversions, on a caractérisé chacun de ces facteurs pour la dernière année du rôle disponible. En reprenant les coefficients obtenus par le modèle et en multipliant ceux-ci par les facteurs retenus dans l'analyse statistique, on est ainsi en mesure de dresser une carte de probabilité pour l'année à venir. Cette carte présente la projection du nombre de reconversions estimées pour une année pour la prochaine année. Il apparaît que le phénomène se concentre près des axes autoroutiers ainsi que dans les quartiers anciens et dans les banlieues de première couronne. L'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, de la Cité-Limoilou, de Charlesbourg et de Beauport sont les secteurs présentant les plus grandes probabilités de voir une reconversion se produire. Puisque le phénomène dans la ville de Québec tend à se produire sur des propriétés qui ont environ 100 ans et qui sont situées sur un grand terrain, on constate que ces secteurs possèdent les caractéristiques de localisation, de voisinage et de propriété qui sont susceptibles de mener à des reconversions.
Ce phénomène est également mentionné par Bruckner, qui souligne que le cycle de vie des villes atteint également un niveau d'étalement atteint éventuellement un niveau d'étalement qui pousse à un retour vers le centre où les bâtiments sont plus vieux, ce qui mène à des reconversions. L'analyse montre que le phénomène de reconversion dans la ville de Québec n'est pas attribuable au hasard, mais est plutôt lié à un ensemble de facteurs mesurables. En ce sens, ce travail représente un outil d'aide à la décision qui permet de cibler les secteurs les plus susceptibles de voir le phénomène se produire dans les années à venir. Sans porter un jugement sur ce qui devrait être fait ou non, notre contribution fournit un éclairage sur un phénomène qui est actuellement peu documenté, mais qui est clairement en augmentation au fil des dernières années. Il serait opportun dans un futur proche de s'interroger sur la liberté qu'on souhaite laisser au phénomène et ultimement à réfléchir sur des dispositions qui pourraient être mises en place pour encadrer celui-ci, d'autant plus dans un contexte où on souhaite densifier la ville. Merci pour cette présentation très claire et dans le respect du temps aussi. À nouveau, une période de questions avec l'auditoire présent. Est-ce que c'est 2 mains levées à la fois? Non? Je vous demanderai donc de donner votre nom et votre le lien qui vous rattache à ici, peut-être. OK. Bon, d'accord. Alors, moi, je suis ici dans l'univers. Je m'appelle Laurie Larouche. Puis moi, j'ai fait un essai-projet cet été, donc c'est peut-être ça mon lien, vu que je n'ai pas fait l'essai lab. Je m'intéresse beaucoup aux questions de conservation du patrimoine, comme tout le monde le sait ici. Alors, au risque d'être redondante, je vais poser ma question. Je trouve ça vraiment fascinant, votre étude, parce qu'elle effleure tout le temps cette question-là, la conservation du patrimoine. Puis, juste par rapport à la localisation, vos cartes sont vraiment bien faites, c'est fascinant, votre étude. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez ou comment est-ce que votre étude pourrait alimenter cette question-là de la conservation du patrimoine en amont, pour gérer ces démolitions-là et favoriser la densification de la ville? C'est peut-être un peu hors champ, mais je lance la balle. Je pense que c'est un peu de là où les manifestations, les soulèvements de population proviennent. C'est parce que, par exemple, il y a des maisons patrimoniales qui sont parfois détruites pour faire place à des bâtiments qui sont pas nécessairement en lien avec le cadre bâti présent. Puis ça change quand même le caractère des quartiers. Donc, effectivement, de travailler en amont, ça peut être une façon de pouvoir mettre en place soit des règlements ou des façons d'encadrer le phénomène, soit par des PIA ou quelque chose comme ça pour mieux gérer ce phénomène-là. Par exemple, je sais qu'à Vancouver, c'était une problématique. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des règlements qui permettent de construire une maison dans la cour arrière. Donc, c'est sûr, la situation est complètement différente de la ville de Québec, mais c'est sûr qu'en étudiant qu'est-ce qui pourrait être fait dans la ville, on pourrait trouver une façon de densifier tout en respectant le cadre bâti puis le caractère des quartiers qui sont déjà existants. Est-ce que vous me permettez de remettre votre étude à Action Patrimoine? Oui. OK. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui, excusez-moi. Donc, j'en profite pour vous présenter peut-être Louis Dumoulin. Oui, bonjour. Simplement pour continuer sur ce que Laurie a dit, là, on peut classer, la municipalité peut classer des éléments patrimoniaux. Elle peut déclarer un intérêt pour certains bâtiments, puis là, lorsque vous intervenez pour réaménager le secteur ou autoriser des reconversions, ben, je veux dire, c'est pris en compte. Sinon, si on part complètement à zéro au moment où le promoteur dépose le projet, je pense que la bataille est presque perdue, à moins qu'il y ait une levée de bouclier incroyable, mais on voit ce que ça donne dans Sillery, là. Et donc, moi, je pense qu'il y a un processus en amont à faire, c'est d'identifier les bâtiments, les faire reconnaître par la municipalité, puis faire en sorte qu'il y ait déjà un cadre réglementaire autour du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments. Là. Ça arrive souvent dans le cœur des anciens villages. Là. Oui, tout à fait. Au niveau patrimonial, c'est vraiment d'identifier les propriétés qui ont une valeur aussi, là, comme vous dites, en amont, afin de conserver ce qui est vraiment reconnu pour sa valeur patrimoniale. Tout à fait. Oui. Question? Oui, Owen Wiggood, professeur ici à SAD.
très belle présentation. Quelques commentaires, questions. Avez-vous regardé le nombre des années depuis la dernière fois que la place a été vendue? J'imagine il y a peut-être un effet que si une famille reste dans une maison pour 50, 60 ans, qu'après ça, c'est peut-être les données qui n'étaient pas disponibles. Mais ça, c'est la première question. Aussi, avec le nombre de reconversions dans un endroit, est-ce qu'il y a un effet que la homogénéité d'un endroit, un quartier, souvent ils sont construits environ le même temps, donc il y a peut-être ce phénomène. Et dernière chose, c'est le fait que si un bâtiment reste encore, parce que vous avez trouvé qu'après c'est 100 ans, je pense. Le maximum de oui, le probabilité, maximum. c'est vers 100 ans. Ouais. J'imagine, c'est peut-être ce que vous avez trouvé, que le fait qu'il y ait une diminution après ça, c'est peut-être que les bâtiments qui sont faits bien, ils sont dans un bon état, il va rester dans ce sens, donc il identifie les bâtiments peut-être qualité. Oui, moins ils élevée. peuvent aussi acquérir une valeur patrimoniale à ce moment-là. Tu sais, bon, bâtiments de plus de 100 ans, des fois, vont devenir patrimoine, tout ça. Donc là, il y a des mesures qui sont prises pour les protéger. Donc, tu sais, peut-être que c'est pour ça, après qu'on voit la pente qui descend là, lorsque les bâtiments dépassent les 100 ans exactement. Aussi au niveau, en fait, est-ce qu'il est homogène? En fait, on disait, tantôt Emmanuel a parlé justement que dans les quartiers où c'est plus hétérogène, c'est à ce moment-là qu'on voit le plus de reconversion. Donc, je sens qu'un quartier est homogène, que tout se ressemble, là, à ce moment-là, il y en a moins de reconversion. Oui, parfait. Je vais dans le bon sens. La diversité des usages, plus que la probabilité. L'analyse démontre que la probabilité est plus importante quand il y a une diversité des usages. Mais pourtant, aussi, le nombre de propriétés résidentielles a aussi un impact significatif. Fait que là, c'est d'élaborer. Ça se complète. Merci. Claude, qu'est-ce que ça dit sur les réseaux? Si nos clavardeurs sont en feu, je peine à suivre. Il y a eu beaucoup d'interventions et questions. Vous avez en partie répondu. Il y avait une question notamment sur les causes associées à la reconversion, mais comme vous l'avez abordé, je vais plutôt passer à une autre. Beaucoup se sont interrogés sur, notamment au regard de vos différentes cartes, sur certains étaient étonnés, d'autres pas, de voir des concentrations de reconversion dans les différents quartiers de Québec. Qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce qui vous a surpris dans les cartes que vous avez produites et au contraire, quels sont les quartiers où franchement c'est un phénomène qui était presque attendu au départ? Mais je pense que dans Sillery, on s'en attendait clairement. En fait, on pensait avoir Sillery qui serait en rouge vif, puis peut-être pas dans les autres quartiers. Mais finalement, c'est quand on a fait la carte qu'on a vu, même quand on a vu la vidéo, on a vu que finalement, c'est un phénomène qui est vraiment réparti à beaucoup d'endroits dans la ville. Donc, il y a beaucoup d'arrondissements que ça concerne, ce phénomène-là, à notre grande surprise. Merci beaucoup. Félicitations.